enregistrée. Bienvenue à cette première séance de la commission Environnement Énergie pour l'année 2022. Et je vous propose de commencer sans tarder. Nous avons un ordre du jour qui n'est pas très lourd aujourd'hui, qui est uniquement composé de questions orales. Vous signalez également que la semaine prochaine, nous procéderons aux auditions concernant la question des déchets organiques. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, la Commission avait décidé d'organiser des commissions sur cette thématique. Et nous avions décidé, lors d'un point ordre des travaux, des acteurs à inviter, et ces auditions auront lieu mercredi prochain. La semaine suivante sera probablement consacrée aux dernières propositions de textes. Vous savez qu'il y avait encore des résolutions et ordonnances qui étaient en attente d'examen, et ce sera probablement la semaine suivante. Mais sachez déjà que pour la semaine prochaine, ce seront donc les déchets organiques. Voilà, je vous propose d'entamer l'examen des questions orales et nous commençons ce matin avec Madame Austrade. Je vois qu'elle est connectée, caméra allumée. Et Madame Austrade, je vais vous passer la parole pour votre question orale concernant la végétalisation de l'alimentation dans la stratégie Good Food. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonne année à vous aussi. Alors, Monsieur le Ministre, à l'heure d'écrire cette question, la stratégie Good Food 2.0 fait toujours l'objet d'une co-construction avec une journée de convergence des propositions qui s'est tenue fin septembre. On se souviendra que l'édition 2016-2020 du plan Good Food, dont l'objectif central est la mise en place d'un système alimentaire durable en région de Bruxelles-Capitale, avait fait l'objet d'une grande évaluation finale. 7 axes stratégiques avaient été établis, dont par exemple l'augmentation de la production alimentaire locale et durable, le développement d'une culture alimentaire durable et désirable et la préparation des systèmes alimentaires de demain. On le voit, l'expression alimentation durable revient très fréquemment, au point où on ne juge plus nécessaire de la définir. Il est pourtant important de déterminer quels effets on cherche à occasionner à l'aide des leviers mobilisés. S'il est par exemple question de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation sur toute sa chaîne de production, il faut alors déterminer les moyens les plus efficaces d'y parvenir. Et en l'occurrence, les données peuvent donner lieu à certaines surprises. Ainsi, les recherches nous apprennent que si à aliment égal, il vaut mieux bien sûr privilégier celui qui a été produit localement, l'impact du transport n'est en réalité que minime par rapport aux autres sources d'émissions de la production alimentaire. Il est dès lors bien plus efficace de se demander quels aliments nous mangeons plutôt que d'où viennent les aliments que nous mangeons. Les mauvais élèves en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont évidemment les produits d'origine animale. Bœuf, agneau, mouton, cochon, poulet, œufs, produits laitiers, etc. À l'échelle mondiale, on estime que les émissions de CO2 de la plupart des produits animaux sont entre 10 à 50 fois supérieures à celles de la plupart des aliments végétaux, sans parler des émissions de méthane qui ont fait l'objet de discussions lors de la COP26 à Glasgow. Les coupables sont d'ailleurs des multirécidivistes, puisqu'ils sont également responsables de la majeure partie de l'utilisation des terres et donc de la déforestation, de l'apparition de nouveaux agents pathogènes, des maladies cardiovasculaires qui sont en Belgique la première cause de décès, de la résistance aux antibiotiques ou encore de la souffrance et de la mort de milliards d'animaux dans des conditions ultra-industrielles. En un mot, l'élevage et la surconsommation de produits animaux engendrent une crise climatique, sociale, éthique et de santé publique. Au vu des enjeux, il me semblerait logique que tous ces problèmes mobilisent des efforts conséquents pour parvenir à la solution qui s'impose d'elle-même, à savoir une réduction drastique de la production et de la consommation de produits animaux. Certains de nos voisins semblent avoir bien compris. La ville d'Amsterdam a récemment annoncé sa volonté de rendre le régime alimentaire de ses citoyens à 50% végétal d'ici 2030. Elle veut y parvenir en agissant notamment sur les autorisations accordées ou non aux fast-food associés à la malbouffe et en incitant les restaurants et magasins à enrichir leur offre d'alternatives à la viande. Au Portugal, les cantines scolaires sont obligées de fournir un choix végétalien quotidien et ce depuis plusieurs années. Pour revenir à la stratégie Good Food, vous répondiez l'année dernière à l'une de mes questions que lors de la révision à mi-parcours de cette politique, il avait été décidé de rehausser ses ambitions à cet égard. Concrètement, l'idée pour 2020 était de mettre en place au minimum un menu végétarien par semaine dans 100% des cantines publiques et 100% des cantines scolaires qui servent un repas chaud, d'augmenter de 20% la consommation des menus végétariens dans les restaurants labellisés et de parvenir à une diminution de la consommation de viande des ménages de 15% entre 2015 et 2020. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes.
Un an et demi plus tard, quel bilan tirez-vous de cette politique? Les objectifs alors fixés ont-ils pu être atteints pour ce qui concerne la consommation de viande? Pourriez-vous présenter les intentions qui se dégagent déjà de la co-création de la stratégie Good Food 2.0 en termes de réduction de la consommation de produits d'origine animale et de promotion des protéines végétales? Le gouvernement fixe-t-il des objectifs chiffrés de réduction? Quels outils concrets sont actuellement à l'étude? Pendant le processus de co-construction, des associations et ou des entreprises en lien avec la promotion de l'alimentation végétale ont-elles été impliquées? L'objectif général du plan Good Food étant la mise en place d'un système alimentaire durable. Selon vous, quelle place devraient occuper les produits d'origine animale dans le modèle idéal pour le futur? Et quels sont les freins qui pourraient le retarder? Je vous remercie. Merci, Madame Austraat. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame Austraat. Mes meilleurs voeux à toutes et tous. Une année qui, j'espère, sera un petit peu plus légère que les années précédentes. Touchons du bois. Alors, Madame Austraat, par rapport à votre question, tout d'abord, vous le savez, vous le dites vous-même, la stratégie Good Food 2 est en cours d'élaboration et de finalisation d'élaboration. Donc, évidemment, les réponses que je vais vous donner maintenant sont dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tout n'est pas encore atterri. Je pense d'ailleurs qu'une fois que ce sera le cas et qu'on aura une stratégie Good Food 2 décidée, ça vaudrait la peine qu'on puisse vous la présenter et avoir aussi un débat au Parlement sur cette stratégie et sur les différents éléments de la stratégie. Alors, je vais néanmoins évidemment répondre à votre question dans ce contexte-là. D'abord, une série de chiffres qui ont été compilés par l'administration. Un état des lieux de l'offre dans les cantines de tout secteur confondu réalisé en 2020 permet de situer la durabilité de l'offre dans l'ensemble des cantines bruxelloises, des cantines scolaires, les crèches, les hôpitaux, les maisons de repos, labellisées et non labellisées Good Food. On constate que 61% proposent une alternative végétarienne. Cette évaluation souligne également que 80% des répondants à l'enquête à destination des administrations déclarent proposer un repas végétarien par semaine. On constate des spécificités dans les cantines scolaires. 90% d'entre elles proposent des menus végétariens, ce qui est donc largement supérieur, je dirais, à la moyenne, ce qui est assez encourageant, puisque évidemment, c'est aussi quand on est enfant qu'on prend des habitudes alimentaires, pas nécessairement définitives, ça va de soi. Mais donc 90% proposent des menus végétariens, ce qui est quand même assez important. Alors, on n'est pas encore à 100%, ce qui serait l'idéal, évidemment, mais les avancées sont notables. En ce qui concerne la consommation des ménages, le chiffre exact de consommation de viande n'est pas disponible, consommation de viande à Bruxelles. Toutefois, selon un sondage de 2020 à Craté, on compterait 3% de personnes tout à fait végétariennes, 36% de flexitariens, c'est-à-dire de personnes qui ne consommeraient en tout cas pas de viande 3 jours par semaine, donc 3 jours sans viande, tout à fait sans viande, 8% de 1 jour sans viande, et on aurait quand même encore 52% qui mangeraient de la viande presque tous les jours. Néanmoins, on constate sur base d'autres sondages que la consommation de viande est en recul, notamment un sondage iVox de l'association EVA. Le pourcentage d'omnivores avec une consommation de viande très régulière serait passé de 78% en 2016 à 57% en 2020, ce qui veut dire une réduction significative dans un laps de temps court, puisqu'on parle là de quelques années. Dans le budget des ménages, on a aussi constaté entre 2014 et 2018, là aussi un laps de temps relativement court, que le budget viande était passé de 389 à 372, de 21,3 à 18% du budget de l'alimentation. C'est un indicateur, mais qui montre que globalement, la consommation de viande par ménage a tendance à diminuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller plus loin ni poursuivre les efforts vers la diminution de la consommation de viande, mais néanmoins, on avance clairement dans cette direction. Vous êtes bien placé pour le savoir. Je pense que les membres de la commission le constatent. Il y a de plus en plus d'offres, y compris dans l'ORECA, de gens autour de nous qui réduisent drastiquement leur consommation de viande, voire qui l'arrêtent définitivement. En ce qui concerne la co-construction de la stratégie Good Food, les actions en matière de consommation de viande sont transversales à la stratégie. Elles seront toujours présentes au niveau des cantines et des restaurants. On discute aussi avec des acteurs associatifs
associatifs comme EVA ou encore les acteurs du monde de la santé, tels que la COCOF ou la FBPS, de façon à rendre accessible à tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises des choix alimentaires qui incluent un meilleur équilibre dans l'assiette et une augmentation de la part des protéines végétales, hein, puisque, effectivement, comme vous le savez, consommer moins de viande, c'est non seulement bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour la santé. Des dispositifs de type cuisine de quartier, formation de relais de terrain, mise à disposition d'informations claires, etc., sont pensés pour s'adresser à tous les profils de la population en lien avec leur réalité de vie et leurs histoires. La stratégie visera clairement un rééquilibrage de l'assiette et une augmentation de la part de protéines végétales dans les menus quotidiens des Bruxelloises et des Bruxellois. Et bien entendu, il s'agira aussi de privilégier des produits de saison, relocalisés quand c'est possible, issus de l'agriculture biologique et en quantité adaptée. Alors, on doit aussi parler du goût, hein, quand on parle de l'évolution de l'assiette et des habitudes alimentaires, des plaisirs de la table, du plaisir d'être ensemble, et on le goûte particulièrement en cette période de pandémie, quand on a l'occasion de l'être, en rendant compte de la richesse culinaire que l'on trouve dans une région comme Bruxelles. J'estime important que les citoyens puissent évoluer dans un cadre qui soit aidant, qui ne les incite pas quotidiennement à consommer une alimentation qui soit mauvaise pour la santé, parce qu'il y a aussi des pressions pour consommer des mauvaises choses, très clairement, pas des pressions des pouvoirs publics, mais des pressions, je dirais, économiques et de la publicité, etc., qui soient mauvaises pour leur santé, la santé de la planète, et qui soient en plus contraires à des principes élémentaires de bien-être animal. À une approche qui serait basée sur les changements de comportement, je pense que nous allons donc privilégier une approche où les pouvoirs publics sont à la fois exemplaires et facilitent un changement de cadre général. Mais donc, nous aurons l'occasion d'en reparler au moment où la stratégie Good Food 2.0 sera finalisée. Merci, Monsieur le ministre. Madame Ostrade, vous avez la parole pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Je pense aussi que ce serait très intéressant d'avoir une présentation et un débat sur la stratégie Good Food 2.0 lorsque celle-ci sera construite. Et je note les bonnes évolutions concernant les chiffres pour les cantines scolaires et les habitudes alimentaires des ménages. Comme je l'ai dit dans ma question, je pense qu'il est vraiment important de déterminer des objectifs chiffrés pour s'assurer d'atteindre des résultats concrets, d'autant plus que l'alimentation est un des endroits les plus efficaces pour réduire les émissions indirectes de gaz à effet de serre de la région, comme le gouvernement s'est engagé à le faire. Et un dernier mot, j'ai pu lire avec intérêt la réponse que votre cabinet formule à des emails envoyés par des citoyens à propos de l'abattage d'animaux. Vous indiquez qu'il faut réduire de façon drastique l'élevage d'animaux pour éviter des souffrances à ceux-ci. Je crois qu'il est donc vraiment temps de redoubler d'ambition dans les actes et je vous encourage dans ce sens. Et on aura de toute façon l'occasion d'en reparler lors de la présentation de la nouvelle stratégie Good Food. Je vous remercie. Merci, Madame Ostrade. L'incident est clos et nous allons poursuivre avec la question de Monsieur Casier concernant le maintien de la région bruxelloise en tant que région sans OGM. Monsieur Casier, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, bonjour chers collègues. À mon tour de vous souhaiter effectivement tous mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle et je partage les vœux du ministre en espérant qu'elle soit surtout un peu plus légère et faite de plus de simplicité que les deux dernières. Voilà. Alors, Monsieur le Ministre, eh bien, nous revoici pour des questions. Et ma première question, effectivement, de cette année, introduite un petit peu plus tôt, touche la question des OGM. Et effectivement, le 29 avril 2021, la Commission européenne avait publié, à la demande du Conseil européen, un document de travail relatif au statut des nouvelles techniques génomiques au regard du droit de l'Union et à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice dont la référence est citée dans ma question écrite. Alors, pour rappel, au début des années 2000, l'Union européenne décide en grande partie d'arrêter la culture des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés, en Europe. Et leur usage est strictement régi par une directive. Et en 2014, Bruxelles devient officiellement la première ville européenne à interdire les cultures OGM sur son territoire. Il est vrai que nous ne sommes probablement pas la plus grande région en termes de production agricole, mais il n'empêche que c'était évidemment un élément à la fois symbolique et puis concret également pour les quelques cultures de notre territoire qui n'est pas à négliger. Et on compte effectivement que 250 hectares de terres agricoles, ce qui rend la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles ou biologiques absolument impossible. Et c'était donc, je pense, une excellente décision. En avril 2021, les firmes multinationales ont dévoilé la mise au point de nouvelles techniques OGM,
des mutagénèses, des éditions du génome. Et les acteurs associatifs craignent que cette nouvelle technologie ne soit plus couverte par les dispositifs de la directive dont question précédemment. La Commission estime d'ailleurs que la réglementation actuelle sur les OGM est inadaptée pour les nouvelles techniques génomiques et discute de la possibilité d'exempter de la directive certains organismes manipulés selon ces nouvelles techniques génomiques. Et donc d'alléger, de rendre plus simple l'arrivée de certains de ces produits sur le territoire européen et leur culture. Alors même que ces enjeux sont débattus au sein des institutions européennes, notre position, je pense, est claire. La Commission et les gouvernements doivent soutenir des systèmes agricoles durables, tels que l'agroécologie, l'agriculture biologique, et doivent, je pense, dans ce cadre-là, refuser le déploiement d'OGM et de plants stériles. C'est surtout ça l'enjeu. Vous le savez comme moi, et je pense qu'on est complètement aligné là-dessus, Monsieur le ministre. Dans toutes ces structures OGM, ce qui est absolument insupportable, c'est qu'on rend dépendants les agriculteurs à devoir chaque fois racheter des graines auprès d'entreprises multinationales, et donc, en fait, on pervertit l'ensemble du système de production. Ce n'est pas tant l'OGM en tant que tel, même si évidemment elle peut poser des problèmes, mais c'est aussi toute la dépendance qu'elle crée qui est absolument insupportable. Et il a été prouvé que les approches agroécologiques préservant la biodiversité et qui s'adaptent mieux aux conditions climatiques extrêmes, ça c'est toujours bien fait, et elles s'inscrivent pleinement dans les objectifs de la stratégie de la ferme à la fourchette, réduisant l'utilisation des pesticides et d'engrais artificiels tout en préservant la biodiversité. C'est toute cette vision holistique-là qui est évidemment en jeu aujourd'hui. Alors bien sûr, il s'agit là de matières éminemment européennes et fédérales, mais également régionales. Et les différentes régions de notre pays n'ont pas fait les mêmes choix en matière d'OGM et les pressions des lobbies vont évidemment s'accentuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. J'en appelle donc à vous et à votre cabinet pour suivre ces négociations de près et pour relayer la position bruxelloise auprès du niveau fédéral et de réaffirmer notre engagement d'une région bruxelloise sans OGM dans le cadre des concertations interfédérales qui vont assurément venir. Et c'est pourquoi j'ai quelques questions pour vous, Monsieur le ministre. La région bruxelloise se doit de peser de tout son modeste, certes, mais enfin de son poids quand même dans les discussions européennes. Votre cabinet suit-il l'évolution de ce dossier? Vous êtes déjà entretenu avec vos homologues flamands et wallons sur l'arrivée de ces nouvelles technologies OGM et que ressort-il de ces potentielles discussions? Dans le cas contraire, quelle est la position du gouvernement bruxellois quelle est la position que le gouvernement bruxellois compte prendre sur cette question dans les semaines et mois qui viennent? Et enfin, notre région a également la chance de disposer d'une surface de jardin particulière important. Vous le savez, on en a déjà eu l'occasion d'en parler régulièrement à travers des questions que je vous ai déjà posées. Les services de Bruxelles Environnement disposent-ils d'une évaluation concernant la nature des semences qui sont proposées dans les jardineries? Et là, pas dans la logique agricole, mais dans la logique des jardins. Et quelle réglementation s'applique pour ce type de semences? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur Casier. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Casier. Et je vous remercie particulièrement de porter l'attention de la Commission sur ce sujet extrêmement sérieux et là, c'est effectivement trop peu médiatisé, qui est celui du débat sur les nouveaux OGM et leur impact sur la biodiversité mondiale. Alors, Bruxelles Environnement est membre du travail GMO General Debate, mais comme vous le soulignez, c'est vrai, notre région pèse d'un modeste poids dans ce débat technique et complexe et aux positions très contrastées, de par sa taille, mais aussi du fait que nous sommes déjà une région OGM-free en ce qui concerne la culture donc, de plantes génétiquement modifiées. Ce qui n'empêche bien sûr pas Bruxelles Environnement et mon cabinet de suivre très attentivement l'évolution de ce dossier et la position de la région bruxelloise que nous défendons dans les instances interrégionales préparatoires aux travaux européens. Et cette position est très claire. S'opposer à tout relâchement des réglementations de l'Union européenne en matière d'OGM, dans la lignée de l'arrêt du 25 juillet 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, conformément aux principes de précaution, estime que ces nouvelles technologies et les organismes qui en découlent doivent être réglementés et relevés de la directive 2001/18. Garantir et agir pour que soient menées des évaluations approfondies des risques, la traçabilité et l'étiquetage des OGM et les nouvelles techniques génomiques. Je rappelle également la position du Parlement européen qui a demandé un moratoire mondial portant sur la dissémination d'organismes issus du forçage génétique dans la nature, en vertu, là encore, du principe de précaution. La région soutient un alignement avec cette position du Parlement.
Concernant les ventes des semences, l'administration de Bruxelles Économie et Emploi contrôle bien les semences utilisées par la production agricole professionnelle. Par contre, en jardinerie grand public, les contrôles ne sont pas opérés dans la mesure où les législations applicables ne concernent pas les semences potagères à finalité non commerciale ni les semences ornementales, qui ne sont donc pas couvertes. Je continuerai à suivre évidemment attentivement ce dossier et ne manquerai pas, le cas échéant, de vous rapporter l'état de son évolution. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Casier, pour votre réplique. Oui, merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Honnêtement, je ne doutais pas évidemment de votre position de principe sur la question, soyons clairs, mais je pense que c'était l'occasion de pouvoir avoir le débat ici. Mais donc, je vous remercie pour toutes les confirmations que vous donnez sur la position qui est défendue. Je m'en félicite et vous avez évidemment avec nous en soutien en cette matière-là. Je vous invite peut-être, c'était le sens de ma toute dernière question à laquelle vous avez répondu, peut-être d'avoir une réflexion sur la question des semences vendues en jardinerie, à des fins non commerciales. Je pense que ça vaut peut-être la peine d'avoir une réflexion sur, tiens, qu'est-ce qui est possible de faire, comment pourrait-on le faire et qu'est-ce qui peut avoir du sens, parce que je crois que là aussi, même si c'est évidemment dans des quantités moindres, eh bien, l'impact sur la biodiversité générale peut être non négligeable. Je crois que ça vaut tout à fait la peine de l'intégrer. Et puis, je reviendrai alors vers vous dans les mois qui viennent pour pouvoir faire un petit peu le bilan de l'évolution des différentes prises de position. Mais je suis très heureux en tout cas d'entendre que la région soutient la position du Parlement européen en cette matière qui est tout à fait claire et ambitieuse et nécessaire. Merci beaucoup. Merci, M. Casier. L'incident est clos et M. Casier, vous gardez la parole pour votre question orale relative à l'implication de la région bruxelloise dans la COP 15 sur la biodiversité et ses plans en matière de protection de la biodiversité. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Et peut-être juste en entame, parce que moi je l'ai découvert, en fait, donc bien préciser qu'ici on parle de la COP 15 qui n'a rien à voir avec la COP 26, de laquelle vous-même et moi-même ainsi que Madame ainsi que Van Achter, excusez-moi, merci Monsieur le Président. Je m'excuse, Madame Van Achter, je lisais mon texte en même temps et votre nom m'échappait. Revenions mais bien d'une autre COP, d'une autre action internationale et cette fois-ci en matière de la biodiversité. Ce sont donc des sujets différents, mais évidemment qui regroupent des mêmes thématiques. Alors début 2021, Monsieur le Ministre, vous nous aviez dit que cette année serait une année importante pour la protection de la biodiversité urbaine et pour le redéploiement de la nature dans notre région. Et évidemment, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et cela devait passer, entre autres, par une meilleure communication de Bruxelles Environnement sur ces thématiques. Et je voudrais cependant mettre ici en avant d'autres éléments et ainsi aborder l'approche globale de la région bruxelloise en matière de préservation de la biodiversité. C'est le plan Nature 2016-2020 qui traite de ces questions pour notre région et il a pour objectif la mise en place de stratégies de protection de la biodiversité en phase avec les enjeux urbains de Bruxelles, mais aussi d'améliorer la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir et de travailler sur une meilleure sensibilisation. Il y a 2 ans, vous nous aviez annoncé que la mise en œuvre de ce plan serait prolongée pour diverses raisons et vous aviez ajouté qu'un nouveau plan suivrait pour entrer dans son processus de validation en 2021 et entamer son implémentation en 2023. Par ailleurs, nous sommes récemment revenus de la COP26, je le disais, qui était l'occasion de rassembler des membres de la délégation, des délégations internationales, pour discuter là des enjeux plus climatiques. Et si cette COP dédiée au climat est évidemment la plus connue, d'autres existent également sur des sujets différents. Et ainsi se tenait donc en Chine en octobre dernier la première partie de la 15e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, la COP 15 donc. Et la deuxième partie se tiendra au printemps 2022. Alors, à l'issue de cette première partie, qui a réuni 196 délégations, un projet en vue d'aboutir à un accord international en 2022 a été adopté et il ouvre la voie à un nouveau cadre mondial en matière de protection de la biodiversité. Au vu de ces éléments, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous poser les questions suivantes concernant la stratégie bruxelloise en termes de biodiversité. D'abord, où en sommes-nous donc dans la mise en œuvre du plan Nature 2016-2020 ? Vous nous aviez annoncé début 2020 que sa mise en œuvre serait prolongée. Avons-nous des précisions à ce sujet ? Ensuite, quel est l'état d'avancement du nouveau plan qui devait être validé en 2021 pour être mis en œuvre en 2023 ? Ensuite encore, au niveau international, quelle est l'implication de la région bruxelloise
dans la COP 15 sur la biodiversité. A-t-elle participé, la région donc, a-t-elle participé à la première session qui s'est tenue en octobre? Participera-t-elle à la seconde session prévue en 2020? Comment cela finalement s'organise-t-il avec les autres niveaux de pouvoir? Quel est l'impact de cette COP 15 pourrait-elle avoir sur la région bruxelloise et sur sa biodiversité? Des nouvelles mesures pourraient-elles voir le jour dans la région suite à son travail? Pouvez-vous aussi nous préciser quel est le processus d'évaluation prévu, hein? Quels sont les organismes partenaires de cette évaluation? Et puis enfin, la rédaction du nouveau plan nature repose-t-il également sur des processus de consultation publique et de co-construction? Si oui, lesquels? Et ces travaux et comptes rendus seront-ils rendus publics? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur Casier. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur Casier, de faire le point, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins des COP sur la biodiversité. Et pourtant, vous avez raison, c'est vraiment un sujet d'inquiétude extrêmement important, l'effondrement de la biodiversité. Et donc, ça nécessite des actions urgentes et massives. Alors, à Bruxelles, le plan nature qui date de 2018 constitue, hein, vous l'avez dit, la colonne vertébrale de la politique régionale en matière de conservation et de développement de la nature au sens large, à la fois biodiversité, mise en œuvre du réseau écologique, mais aussi dimension relative à la végétalisation urbaine. Alors, il est prévu pour être renouvelé à partir de 2022, mais cette entreprise aurait en grande partie mobilisé des équipes de Bruxelles Environnement sur une nouvelle mouture du plan en pleine crise sanitaire. On s'est donc d'abord interrogé sur les priorités, d'une part celle de l'urgence environnementale liée aux crises sanitaires et climatiques, et d'autre part celle de l'efficience à mobiliser des ressources pour réviser un document stratégique dont les objectifs sont en fait encore pleinement pertinents aujourd'hui, mais dont la mise en œuvre n'est encore que partielle. En dialogue constant avec mon administration et après consultation avec les associations naturalistes notamment, j'ai donc décidé de donner la priorité à la mise en œuvre des mesures existantes dans le plan et ainsi de prolonger le plan actuel qui reste d'application tant qu'il n'est pas abrogé ou remplacé et d'appuyer sur l'accélérateur de sa mise en œuvre d'ici la fin de la législature, avec notamment un renforcement des budgets et des ressources humaines qui y sont affectées. Alors, pour illustrer le coup d'accélérateur, les équipes de Bruxelles Environnement ont été fort occupées ces derniers mois avec la préparation du nouveau programme de réduction des pesticides. Je viens de parler des OGM, mais il y a évidemment l'aspect pesticide aussi, qui sera proposé à l'enquête publique dans les prochaines semaines. Des travaux en cours sur l'analyse des strates et de la canopée, la réalisation et la publication avec perspective de l'étude Open Brussels sur les espaces ouverts en seconde couronne, le lancement de l'appel à projet Récréation, la sélection de 22 nouveaux projets Ville Nature issus de l'appel à projet Action Climat, la préparation de nouvelles ordonnances sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, le lancement aussi de plusieurs projets européens et encore une multitude d'autres actions. Là, je vous parle des actions qui ont vraiment mobilisé ces derniers mois, mais il y en a bien d'autres en cours. Alors, concernant notre implication sur la scène internationale, la région suit et participe à la définition des positions belges pour la 15e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, au travers de sa participation active aux réunions des groupes directeurs biodiversité et nature du Comité de coordination de la politique internationale de l'environnement, ou CCPIE. Dans ces réunions, la région bruxelloise accorde bien entendu une attention particulière à ce que les enjeux de notre réalité urbaine et des réalités urbaines en général soient aussi bel et bien relayés dans les positions exprimées par la Belgique. En préparation de cette conférence des parties, de cette COP, et afin de donner tout son poids à la Belgique, les ministres fédéraux et régionaux compétents ont décidé de s'engager davantage pour apporter de façon concrète une réponse positive à la perte globale de biodiversité. C'est ainsi qu'est née l'idée de fonder une Belgian Biodiversity Alliance afin de mettre en évidence les initiatives existantes et les engagements futurs, individuels ou collectifs, menés par des acteurs belges, publics mais aussi privés. La région bruxelloise a soutenu pleinement cette initiative et a activement contribué à son développement. De manière plus générale, le constat d'échec dans l'atteinte des 20 objectifs d'Aichi définis lors de la COP de Nagoya en 2010 pour la période 11-20 et la nécessité absolue d'aller encore plus vite et plus loin pour endiguer une 6e extinction de la biodiversité ne font que renforcer la légitimité des objectifs déclinés dans le plan nature, le plan de gestion de l'eau,
le programme de réduction des pesticides ou encore la stratégie Good Food. Et c'est avec cette volonté ferme de voir les choses évoluer positivement que nous souhaitons que la Belgique aborde la COP 15. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Casier, pour votre réplique. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je reviendrai peut-être en fait à l'occasion, peut-être à travers une question écrite pour avoir un peu plus de précision parfois sur des détails que vous n'avez pas pu évoquer ici, mais c'est évidemment pas une critique, je comprends bien et je comprends aussi l'enjeu et la volonté qui est la vôtre et de votre administration, et je peux aussi tout à fait comprendre la question de la prioritisation. Par ailleurs, vous avez raison, il n'est pas toujours nécessaire de faire des nouveaux plans, mais de pouvoir accélérer des plans en cours, c'est évidemment déjà aussi une action, et je pense que c'est très très bien comme ça. Je crois néanmoins, comme vous l'avez dit, qu'évidemment ça ne doit pas cacher la nécessité de l'accélération de toutes ces activités. J'ai bien compris que c'était votre volonté, et vous nous trouverez à vos côtés pour vous soutenir dans ce travail-là, mais je me permettrai alors peut-être de vous revenir dans le courant de la 2022 pour le bilan de cette COP 15, de voir encore comment est-ce que ça peut se traduire concrètement sur la région bruxelloise, et peut-être de faire un premier bilan aussi des premières mesures d'accélération qui auront été mises en place avec les nouveaux budgets que vous évoquez et avec la volonté d'accélérer la mise en place du plan nature. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Monsieur Casier. L'incident est clos. Monsieur Weitzman nous a demandé à ce que sa question écrite, qui était la suivante dans l'ordre du jour, soit transformée en question orale. Et donc, je souhaiterais passer la parole à Monsieur Van Boissonneau, si vous êtes… Je suis toujours là. Bien là, avec nous. Alors, Monsieur Van Boissonneau, vous avez la parole pour votre question orale concernant les menaces pour la biodiversité dans le vallon du Melle-Merch, ainsi que l'évolution des mécanismes de protection du site. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En 2016, le précédent gouvernement prenait la décision d'entamer une procédure de classement en tant que site pour certaines parcelles du vallon du Melle-Merch. Cet espace semi-naturel présente en effet des caractéristiques de haute valeur biologique, dont la présence d'une des rares colonies de corbeaux-freux en région bruxelloise. Il est également le dernier lieu de reproduction de la chouette chevêche en territoire bruxellois. Ce classement, dont la procédure avait fini par aboutir en décembre 2017, faisait suite à la demande formulée de longue date par la SBL-CCN Vogelzang et soutenue par les autorités communales d'Anderlecht, dont moi d'ailleurs. Il était d'autant plus nécessaire qu'il permettait un agrandissement de la protection accordée à l'ensemble de la vallée naturelle du Vogelzang, qui inclut le vallon du Melle-Merch et dont certaines parcelles étaient déjà classées depuis 1995. Le rapport avait à l'époque été réalisé par la Direction des monuments et sites et qui préconisait donc une protection sur une étendue plus large que celle qui a finalement fait l'objet de la procédure de classement, à savoir une superficie de 7 hectares. En effet, les propriétaires des parcelles concernées, dont Sistidev, l'ULB, le CPS de la ville de Bruxelles, avaient fait part de leurs préoccupations quant à la compatibilité d'une protection étendue du site avec d'autres projets en cours de développement. Le périmètre de protection tel qu'accordé au site ne devait donc être compris que comme une étape supplémentaire dans le cadre de la préservation de cette vallée, les acteurs de terrain demandant toujours un élargissement de la zone classée à d'autres parties dignes d'intérêt. Nous devons constater aujourd'hui que ce périmètre de protection demeure effectivement insuffisant au regard des riches caractéristiques biologiques du site et des menaces qui pèsent sur sa pérennité, comme l'a rappelé récemment l'ASBL CCN Vogelzang. Une expansion urbaine trop importante risquerait en effet de nuire gravement à la biodiversité. Dans ce contexte, l'ASBL rappelle également qu'aménager des friches en parc n'est pas forcément optimal pour le maintien de la biodiversité et qu'il convient de différencier les approches réellement salvatrices pour la nature et les interventions qui sont plus d'ordre esthétique que réellement protectrices. Ainsi, sur les 30 hectares de la vallée du Vogelzang, seulement 13 sont actuellement classés en tant que réserve naturelle. Au regard de cette confirmation, étant donné que différents projets urbanistiques menés par les propriétaires des parcelles sont désormais lancés ou même achevés, il est plus que temps de reconsidérer les possibilités d'accorder une protection étendue et pérenne sur le vallon du Melle-Merch, qui constitue un biotope idéal pour la présence d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Dès lors, Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur les dernières démarches qui ont été entreprises par votre cabinet et par Bruxelles Environnement concernant l'avenir du site.
L'octroi d'un statut réserve naturelle pour une partie plus étendue du vallon du Maine-Merche est-il à l'ordre du jour? Des discussions avec Urban et CityDev ont-elles été menées dernièrement à ce sujet? Quelle autre possibilité d'octroi d'une protection pérenne pour ce site sont-elles désormais envisagées? Qu'en est-il de la possibilité d'étendre le périmètre de classement du site actuel? Bruxelles Environnement et Urban travaille-t-il à cette possibilité? Outre CityDev, quels ont été les derniers contacts à ce sujet avec les autres propriétaires des parcelles concernées, CPS de la ville de Bruxelles, ULB? À terme, est-il envisageable que l'ensemble de la vallée dispose d'un statut protecteur, comme le souhaite la SBL CCN Vogelsang? Par ailleurs, et bien que j'ai également interrogé le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme sur le sujet, auriez-vous, le cas échéant, certaines informations communiquées relatives à la ferme du Maine-Merche qui demeure désespérément négligée, abandonnée, étant donné le manque d'intérêt de CityDev pour ce bâtiment qui fait pourtant partie de son patrimoine? Qu'en est-il de l'implication de Bruxelles Environnement dans ce dossier? Je rappellerai en effet qu'une convention relative à la biodiversité était signée entre Bruxelles Environnement et CityDev pour faire d'Erasmus Sud un site exemplaire en ce qui concerne la place de la nature. Me confirmez-vous que la Ligue royale belge de protection des oiseaux a renoncé définitivement à y implanter son centre de revalidation des oiseaux à cause du loyer trop élevé proposé par CityDev dans le cadre d'un éventuel bail amphithéotique? En outre, il avait été question d'intégrer des projets d'agriculture urbaine sur le site et des discussions entre CityDev et Bruxelles Environnement avaient été lancées à cette fin ces dernières années, notamment pour ce qui concerne le verger présent dans la zone. Comment ces projets ont-ils évolué depuis lors? Un marché de services a-t-il été lancé afin de désigner un bureau d'études responsable pour l'élaboration d'un plan directeur, comme cela avait été annoncé? Enfin, la majeure partie du site du Maine-Merche est actuellement affectée en zone d'entreprise en milieu urbain, les EMU. Dans le cadre de la prochaine révision du PRAS, une révision de cette affectation pour certaines parcelles de la zone est-elle actuellement envisagée? Je vous remercie dès à présent pour vos réponses. Merci, Monsieur Van Guatsonov. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Van Guatsonov. Alors, votre question porte sur le projet de développement de la zone ZEMU, Erasmus Sud et la protection du vallon du Maine-Merche. Pour appréhender ce dossier, il convient de visualiser clairement le périmètre du projet de CityDev et de l'ULB, celui de la zone de classement de la vallée du Vogelsang, celui de la zone de protection, celui de la zone de réserve naturelle du Vogelsang et les affectations du PRAS pour toutes ces zones. Tout d'abord, quel que soit le projet de développement urbain dans la zone, il est évident qu'il devra respecter à tout le moins les statuts de classement, de protection et de réserve naturelle, ainsi que les affectations PRAS existantes, à tout le moins. À la demande de CityDev, une étude d'urbanisme et de mobilité pour le développement de la ZEMU a été réalisée par le bureau Lab 7505. L'étude intègre les possibilités qu'offrent les affectations actuelles du PRAS, soit la possibilité de développement d'activités économiques. Toute l'étude se décline en fonction des qualités biodiversitaires et paysagères importantes du site. Cette étude doit désormais être validée par Urban, le BMA, la commune et Bruxelles Environnement. Je pourrais vous en dire plus quand l'étude sera finalisée et donc à l'occasion d'une de vos prochaines questions, je n'en doute pas. Concernant l'investissement de Bruxelles Environnement dans le dossier, il découle de la convention biodiversité signée avec CityDev. Elle implique un appui technique de Bruxelles Environnement et de l'échange d'informations entre les administrations. De même, CityDev s'est engagé à réaliser un inventaire biodiversité du site ainsi qu'à intégrer un écologue dans l'équipe projet. En ce qui concerne l'intégration d'un projet d'agriculture urbaine, CityDev a démarré une mission d'assistance à maître d'ouvrage en mars 2021 avec le bureau RU, une coopérative d'études et recherches urbaines, et l'association Terre en Vue. Cette mission s'étale sur 4 ans et est destinée à aider CityDev à construire une vision stratégique en matière d'agriculture urbaine et à les accompagner sur 2 sites pilotes que sont Erasmus Sud et Lion City. Dans ce processus, Bruxelles Environnement est un partenaire clé. Des groupes de travail ont déjà eu lieu et seront encore organisés dans le futur. La vision partagée de tous les partenaires est une vision agroécologique, ce qui implique des pratiques où les objectifs nature et agriculture se renforcent mutuellement. Enfin, pour ce qui est de la valorisation de l'ancienne ferme du Maine-Merche et du verger adjacent,
CityDev et la mission locale de Saint-Gilles sont en discussion afin d'évaluer la possibilité d'y implanter le projet Beautiful, qui vise à former des demandeurs d'emploi et des demandeuses d'emploi au métier de maraîcher bio. Une convention d'occupation temporaire a déjà été signée entre CityDev et la mission locale pour l'utilisation d'une partie de la parcelle adjacente. Concernant l'extension de statut de protection ou la modification d'affectation du PRAS, ces questions n'ont pas encore été abordées et ne pourront l'être qu'en connaissance de cause, soit après l'étude biodiversité du site, une étude donc plus poussée qu'un inventaire biodiversité, mais aussi, comme toujours, en prenant en compte une multiplicité d'enjeux propres au milieu urbain. Il va de soi que je suis à votre disposition pour vous tenir informé dans la commission de l'avancement des questions autour de l'avenir et de la gestion de ce site dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Van Wattenau, vous avez la parole pour votre réplique. Oui, d'abord, je poserai une question complémentaire. Quand est-ce que cette étude donc biodiversité commanditée par CityDev, dont le ministre a fait allusion, sera disponible, ce qui me permettra évidemment de l'interroger de façon utile, parce que je ne souhaite pas revenir nécessairement et inutilement tous les 3 mois. Donc, j'aimerais une indication temporelle par rapport à ça. Ensuite, je me permets d'y insister. Il y a sur ce site des enjeux vraiment très importants en termes de biodiversité. On voit évidemment qu'il y a une tension qui existe. CityDev, oui, commandite des études, mais ce qui est, à mon sens, symboliquement préoccupant, c'est l'état d'abandon de la ferme du Mélemerche qui montre, après toutes ces années, combien effectivement, entre la parole et les actes, il y a parfois évidemment un fossé. Je comprends bien que dans l'esprit de CityDev, les questions nature et de biodiversité ne sont peut-être pas effectivement sa mission première, mais aujourd'hui, dans le cadre de la ville, d'une ville moderne du XXIe siècle qui intègre évidemment les enjeux de la nature en ville, l'ensemble des structures publiques doivent se montrer exemplaires en la matière, sur la question. Donc j'espère évidemment que tant CityDev que les autres propriétaires, le CPS de la ville de Bruxelles, entre autres, qui par le passé a montré peu d'intérêt sur les questions de biodiversité, c'est qu'il y ait évidemment à l'égard de l'ensemble de ces partenaires aussi un haut niveau d'exigence. La nature et la biodiversité dans la vallée du Vogelsang ne peut pas être une variable d'ajustement, elle doit être évidemment un élément fondateur parce que voilà, les pertes qui pourraient se faire ressentir sur ces reliquats de nature seront difficilement évidemment remplaçables. Donc voilà, j'attire évidemment votre attention pour être extrêmement attentif à ce dossier. Je le serai également, vous pouvez compter sur moi. Merci Monsieur le Ministre et encore une fois si vous pouvez répondre à ma question quant à l'époque où on peut s'attendre à la finalisation de l'étude donc biodiversité que vous nous avez mentionnée. Monsieur le ministre, si vous avez des éléments complémentaires. Alors, je ne l'ai pas là tout de suite. J'essaie de vous la fournir d'ici la fin de la commission. Le timing, d'accord? Merci. Et si je n'ai pas la réponse d'ici la fin de la commission, je vous la transmettrai plus tard. Par mail ou d'une autre manière. Merci. Mais je la transmettrai dès que j'en dispose. Ok, merci. Voilà, merci Monsieur le Ministre. L'incident est clos et nous allons passer à la question orale de Madame Kazadi relative au délai de publication de l'étude de la biodiversité relative à la friche Josaphat. Madame Kazadi, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, la presse ainsi que la société civile nous avaient alertés sur le timing particulier de la sortie de la dernière version de la carte d'évaluation biologique, à savoir le dernier jour de l'enquête publique concernant la friche Josaphat. Alors, cette carte permet d'agir en connaissance de cause et donc de pouvoir évaluer l'impact des projets urbanistiques autour de la biodiversité. Il semble que la friche Josaphat soit classée à très haute valeur biologique et que cette carte d'évaluation biologique soit à votre disposition depuis mai 2021.
Une dernière réunion technique aurait retardé la parution de cette carte pour des motifs, en tout cas des informations qu'on a à notre possession, pas très claires. Raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui vous poser les questions d'éclaircissement suivantes. Alors, est-ce que vous nous confirmez que vous déteniez cette carte depuis mai 2021 ? Comment nous expliquez-vous une durée si longue entre la réception et la parution de la carte ? Quelles sont les modifications qui ont été faites sur la carte originelle ou quelles ont été les demandes faites par votre cabinet visant à l'améliorer? Et enfin, comment allez-vous prendre en compte les informations détenues sur cette carte dans le cadre des débats sur la friche Josaphat? Merci d'avance pour les éléments de réponse que vous pourrez me fournir. Merci, Madame Kazadi. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Kazadi. Alors, Madame Kazadi, vos questions trouvent déjà réponse dans des communiqués officiels du cabinet, qui datent maintenant de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais aussi la réponse à la question d'actualité de Madame Ostrat en octobre dernier. Je vais donc reprendre en fait des éléments de réponse qui sont connus et qui ont déjà été explicités vers l'extérieur. Bruxelles Environnement s'est attelé à la mise à jour de la carte durant l'année 2020, a présenté un premier résultat de son travail aux membres de mon cabinet en mai. La méthodologie qui produit cette carte a évolué depuis la dernière version de la carte. Cette méthodologie, tout comme l'information que fournit la carte, sont complexes et nécessitaient d'être clarifiées et explicitées avant toute publication. C'est logique, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, vraiment rien. À défaut d'être comprise, cette carte aurait pu être l'objet de polémiques stériles. Or, notre objectif est au contraire qu'elle soit un véritable outil d'aide à la décision en matière d'environnement, de promotion de la biodiversité et d'aménagement du territoire. C'est pourquoi mon cabinet a continué à collaborer avec Bruxelles Environnement pour constituer une notice explicative de la carte, mais aussi mettre à jour d'autres cartes qui parlent de la nature et de la biodiversité, la carte du coefficient biologique par surface, CBS+, la carte du couvert végétal, la carte du réseau écologique bruxellois. Toutes ces cartes sont en ligne maintenant. Tous ces outils doivent aider à trouver le meilleur équilibre entre la réponse à un certain nombre de besoins urbains et sociaux, logement, équipement, activités diverses, et le maintien d'une biodiversité forte et résiliente dans la région. Une fois les notices explicatives finalisées, la carte a été présentée à différentes instances pour qu'elles se l'approprient, la comprennent, la commentent et à terme l'utilisent. Ces instances sont les administrations perspectives et urbaines, le Conseil supérieur bruxellois de la protection de la nature, le Conseil de l'environnement, avant même donc leur publication sur le site de Bruxelles Environnement. Donc, pour être clair, les associations naturalistes connaissaient la carte. S'il est présenté au Conseil supérieur bruxellois de la protection de la nature, le document est connu de ces associations. Mon souhait, déjà communiqué à Bruxelles Environnement, est d'organiser encore maintenant des séances d'information de la carte d'évaluation biologique, notamment en direction des communes. La carte a été présentée au gouvernement pour prise d'acte dans le but de faire connaître l'outil, conformément d'ailleurs à l'ordonnance nature. La carte est publiée sur le site de Bruxelles Environnement. Concernant le cas particulier du site Josaphat, la carte met en évidence la valeur biologique d'une partie de la zone située à l'ouest des voies ferrées, qui est classée en A, et l'importance de la connexion de cette zone avec le reste du site, qui est classé en B ou C. Ces informations étaient connues de la part des auteurs du projet de PAD et de son étude d'incidence. La deuxième version du projet de PAD, qui a donc été soumis à l'enquête publique, a proposé de sanctuariser une partie de la zone qui se retrouve finalement en zone A dans la carte d'évaluation biologique, en renonçant à y construire, et le projet de PAD développe des connexions écologiques à travers l'ensemble du site. L'enquête publique est désormais achevée, et donc le débat reste évidemment ouvert au regard des résultats de l'enquête publique. Et je ne doute pas que ces débats au niveau parlementaire se poursuivront également avec le ministre-président en commission développement territorial, puisque c'est lui qui est compétent pour les PAD. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse. Madame Kazadi? Oui, alors je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ces éclaircissements qui me permettent d'y voir plus clair.
Alors, sur base des éléments que vous donnez, je pense qu'effectivement, il aurait été judicieux pour d'éviter en tout cas qu'il y ait qu'il y ait une perception de manque de volonté de votre part d'être transparent. Si je comprends que ce n'était pas dans cette dynamique-là que vous vous inscriviez, mais on le sait, l'enjeu autour de la friche Josaphat est un enjeu important. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties à ce qu'au niveau procédural, méthodologique, tout se passe correctement et sans suspicion. Cet outil qu'est la carte d'évaluation biologique, vous l'avez indiqué, vous souhaitez en faire un outil d'aide à la décision. Et sur un sujet aussi tendu que celui de la friche, voilà, je pense qu'il aurait été normal d'attendre afin de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, j'espère juste que vous pourrez être attentif à cela pour la suite, pour d'autres dossiers. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci Madame Kazadi. L'incident est clos. Het is nu de beurt aan mevrouw Lotte Stoops voor haar mondelinge vraag betreffende het gebruik van bladblazers met tweetaktmotoren. Mevrouw Stoops, u hebt het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zoek nog eventjes in al mijn open documenten mijn vraag. Wacht, hè. Waar ben ik? Hier ben ik. Ja, gelukkig nieuwjaar allemaal. Het was weer de tijd van het jaar, want ik schreef het is weer de tijd van het jaar toen ik de vraag schreef. De blaadjes zijn dus gevallen, maar er werd dan ook massaal allerlei machines boven gehaald om dit afval bijeen te blazen en op te ruimen. Bladblazers met tweetaktmotoren zijn een veelgebruikt gereedschap in de herfst, zowel door particulieren als door de groendiensten van het gewest en de gemeente. Deze machines veroorzaken gezondheidsproblemen op meerdere vlakken, dus geluids- en geurhinder. En de gassen die worden uitgestoten zijn ook niet bepaald goed voor de luchtkwaliteit. Medewerkers van groendiensten die soms dagen aaneen met een bladblazer rondlopen, zijn daar het eerste slachtoffer van. De apparaten met tweetaktmotoren draaien vaak op een mengsel van benzine en olie en stoten verhoudingsgewijs meer vervuilende stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en koolstofoxide uit dan een grote auto. En wat betreft de geluidshinder, bladblazers produceren gemiddeld zo'n 75 tot 100 decibel, terwijl het risico op lawaai-slechthorendheid bij werknemers al van 80 decibel begint. Bovendien is het ook voor natuur en biodiversiteit beter om blaadjes te laten liggen, zeker op plaatsen waar ze geen hinder of gevaar voor gladheid veroorzaken, zoals onder de bomen, in parken en de groenzones. Een ouderwetse bladhark kan volstaan om de blaadjes op voet- en fietspaden in parken opzij te vegen. Afgevallen bladen vormen in de winter een perfecte isolatielaag voor planten en bevruchten de bodem door compostering. Daarnaast bieden dode blaren een fijn huis voor insecten die door de blaadjes te laten liggen, helpen we dus op een heel eenvoudige manier de insectenpopulatie om zich te herstellen. De insecten die tussen de blaadjes kruipen, trekken op hun beurt weer vogels aan die in de winter daar het nodige voedsel kunnen vinden. En een recente internationale studie toonde aan dat sinds 1980 1 op de 6 broedvogels in Europa verdwenen is. Dat komt neer op 600 miljoen vogels. Alle beetjes zijn dus nodig om die vogels te helpen overleven. Ten slotte is er ook de kost van het verzamelen en het transporteren van groenafval die flink zou worden verminderd als de blaadjes vaker bleven liggen. In januari 2020 stelde u, dus dat is vorig jaar, een vraag over dit onderwerp. En met deze vragen zou ik graag horen wat de laatste stand van zaken is. U gaf vorig jaar in een antwoord op mijn vraag aan dat bij Leefmilieu Brussel de helft van de werktuigen elektrisch was, maar dat het de bedoeling was om tegen het einde van deze regeerperiode geen werktuigen met verbrandingsmotor meer te gebruiken. Hoe staat het momenteel met de verhouding elektrisch tweetakt manueel aangedreven machines? U zei ook dat Leefmilieu Brussel in al haar bestekken de principes zou opnemen van het zogenaamde referentieinstrument van een ecologisch beheer. Een instrument dat toen nog in ontwikkeling was, is dat inmiddels afgerond en kan u uitleggen wat er precies in staat. Er lijken veel verschillen te zijn tussen de gemeenten. U gaf zelf al het voorbeeld van Schaarbeek, waar de blaren in parken worden bijeengeveegd met harken en borstels van wilgenhout.
Sommige gemeenten laten de blaadjes wat langer liggen. Er zijn er al die blaadjes naar buurtcomposten afvoeren. Anderen halen zo snel mogelijk de bladblazers boven. Zijn er manieren waarop het gewest de gemeentes kan sensibiliseren en informeren over het laten liggen van blaren waar dat kan en over het gebruik van alternatieven voor machines met tweetaktmotoren? Heeft Leefmilieu Brussel een overzicht van verschillende good practices van de verschillende gemeentes? Is er een toename van plekjes waar de blaadjes mogen blijven liggen? Zijn er gemeentes die voorloper hierin zijn? En het zou toch niet zo moeten zijn dat het enkel kan op proactief werk van een aantal actieve burgers? Kan het gewest zelf nog verder gaan en de gemeente aansporen om het gebruik van machines met tweetaktmotoren ook voor particulieren te verbieden, zoals onder andere Knokke-Heist dat al deed? En mijn laatste vraag, net zoals bij sneeuwruimen, heeft de manier waarop bladblazen wordt gedaan ook een gender mainstreaming effect? Door te beginnen met de voetpaden, krijgen de arbeiders een soort van stappenplan mee voor de volgorde van de plekken waar ze moeten bladblazen en hoe kan men ervoor zorgen dat men hier ook het alomgekende stopprincipe hanteert? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Bedankt mevrouw Stoops. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Dank meneer de voorzitter. Dank u mevrouw Stoops. Zoals ik al in 2020 over dit onderwerp zei, zullen de verschillende strategieën die de huidige regering heeft goedgekeurd, het mogelijk maken om de milieu- en energietransitie tegen 2024 te ondersteunen. Het engagement van Leefmilieu Brussel om de milieuhinder bij het onderhoud van de groene ruimte te verminderen, wordt voortgezet. Met name door de geleidelijke vervanging van conventionele werktuigen met verbrandingsmotoren door elektrische machines. 75% van de aagscharen, blazers en boosmaaiers die Leefmilieu Brussel sinds uw laatste vraag heeft aangekocht, is immers elektrisch. De realisatie van deze doelstelling hangt nog steeds sterk af van de budgettaire speelruimte en van de ontwikkeling van de technische kwaliteiten van elektrische werktuigen, die niet altijd voldoende bevredigend is. Bovendien zal Leefmilieu Brussel, zoals u hebt aangehaald, geleidelijk de principe van het referentiekader voor ecologisch beheer dat nog wordt uitgewerkt in zijn bestekken opnemen. Op haar website worden al geleidelijke thematische fiches gepubliceerd. Het doel van de referentiekader is om code van goede praktijken op het gebied van ontwerp, inrichting en onderhoud op te stellen, waarin met name de Europese aanbevelingen in zaken groene overheidsopdrachten zijn opgenomen. Deze grootschalige opdracht is onder meer bedoeld om de herziening van het type bestek van Brussel Mobiliteit te voeden, die binnenkort wordt aangewend. En waarop Leefmilieu Brussel zich zal baseren om haar eigen bestekken te harmoniseren. Ik wil de goede samenwerking die er tussen deze twee gewestelijke administraties is, benadrukken en toejuichen. Anderzijds zal Leefmilieu Brussel vanaf 2022 een nieuwe versie van de opleidingen rond ecologisch beheer voor professionelen uit publieke en private sectoren organiseren in het kader van haar Natuuracademie. Zij zal onder andere sensibiliseren rond het circulair beheer van organisch materiaal om de kosten te beperken van de wegvoering van bijproducten van het beheer. Een term die te verkiezen is boven de benaming groen afval. Maar natuurlijk ook om de bodem te verbeteren en indien nodig de verspreiding van plantenziekten en plagen te beperken. Wat de goede praktijken op gewestelijk niveau betreft,
oefent Leefmilieu Brussel geen toezicht uit op de gemeenten en heeft ze dus slechts gedeeltelijk zicht op de praktijken van elke gemeente. Zoals aangekondigd is in het gewestelijk plan voor pesticidenreductie 2023-2027, wordt momenteel nagedacht over een algemeen wettelijk kader voor het ecologisch beheer van groene ruimten, parken en tuinen. De denkoefening over dit onderwerp staat wel nog in de kinderschoenen. Leefmilieu Brussel is er zich in elk geval van bewust van de hinder die wordt veroorzaakt in termen van vervuiling, CO2-uitstoot en lawaai. Wat de keuze van de verwijdering van bladeren betreft, rationaliseert Leefmilieu Brussel de interventies in de groene ruimten en geeft er prioriteit aan. Net als bij het sneeuwruimen wordt er prioriteit gegeven aan het vrijmaken van de belangrijkste of drukste wegen om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. U kunt er dus zeker van zijn, mevrouw Stoops, dat het ecologisch en duurzame beheer van groene ruimten in het Brussels gewest, waarbij het comfort van de gebruikers en het welzijn van de werknemers wordt gewaarborgd, centraal blijft staan in mijn bekommernissen. Bedankt, meneer de minister. Mevrouw Stoops, u hebt het woord. Ah, Madame Stokes est partie, j'ai l'impression. Je me demande si elle n'a pas fait une mauvaise manipulation. On va lui laisser une minute éventuellement pour se reconnecter, parce que quand je lui ai donné la parole, elle a disparu. Voilà, je vois que Madame Stoops est de retour. Voilà, vous avez la parole, Madame Stoops. Mijn excuses, ik had op het verkeerde knopje gedrukt. Ik dacht dat ik mijn micro aanzette, maar ik was jullie dus kwijt. Ik ben alleszins heel blij ook met die samenwerking die u zegt, die zo goed verloopt tussen Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel, omdat effectief beide administraties heel veel te maken hebben met groen, met ontharding, met vergroening alom. Ik blijf het wel jammer vinden dat we in ons stadsgewest en op zulke dossiers dat het nog zo lastig is om effectief te gaan kijken hoe elke gemeente zoiets aanpakt. Want het lijkt nu toch wel iets dat iedereen doet op eenzelfde manier. Het is jammer. Op dit niveau vind ik, omdat het is weer een klein beetje het ding van een fietspad stopt hier en het gaat daar weer door. Hetzelfde met hoe dat we dat aanpakken, dat alle Brusselaars niet op eenzelfde manier kunnen denken dat hun blaren al dan niet weggeharkt of weggeblazen worden. Dank u wel alleszins om te blijven ijveren voor een zeer duurzaam en ecologisch beheer van die groene ruimte. Ik had nog een kleine bijvraag. Ik weet niet of dat gaat met een mondelinge vraag, maar u zegt dat het ecologisch beheer, of die manier dat nog steeds in uitwerking is. Hebben jullie een idee wanneer dat we dat dan kunnen verwachten, dat dat effectief af zou zijn? En wat wou ik nog zeggen? Nee, dat was het ongeveer, maar hartelijk bedankt alleszins voor uw antwoorden. Voilà, Monsieur le Ministre, si vous avez encore quelques éléments complémentaires. Non, alors on reviendra alors sur la question. Voilà, merci à toutes et tous. Ceci en fait clôture. Oui, pour Monsieur Van Guatsnoven. Ah oui. C'est difficile de donner une date précise pour l'étude en question. Hein. Je l'ai dit, elle est à l'examen d'Urban du BMA de la commune de Bruxelles Environnement. Les avis sont attendus ce trimestre. Donc, premier trimestre de cette année, on aura les avis.
Et donc, par la suite, finalisation de l'étude. Donc, j'encourage M. Van Quaesnoven à me réinterroger à l'issue du délai habituel. Et à ce moment-là, on devrait avoir avancé sur la question de cette étude. Très bien, merci pour cette précision. Monsieur Van Quaesnoven, je pense, n'est plus connecté, mais je ne doute pas que l'information lui parviendra. Voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour pour ce matin et donc je vais vous proposer de clôturer cette séance qui était plus courte que d'habitude et donc nous nous retrouverons mercredi prochain et d'ici là, bonne fin de semaine à toutes et tous. Voilà, merci, au revoir.